Sur le plan anatomique, on va regarder donc comment se constitue ce paramètre essentiel du débit complet, en regardant d'abord la coronaire droite. Donc la coronaire droite, elle va partir de l'ostium droit, bien entendu, passer sur deux trajets horizontaux, verticaux, puis un troisième trajet horizontal sous la paroi du cœur. Tout ça va irriguer à la fois le ventricule droit par des latérales et puis l'oreillette droite, et puis passer sous le cœur et donc avoir une irrigation des deux planchers, des deux parois postérieures du ventricule droit et du ventricule gauche. Donc la coronaire droite irrigue aussi le plus souvent une partie du ventricule gauche, avec des anastomoses, avec l'IVA à la pointe du cœur. L'artère circonflexe, elle naît de l'autre côté d'un premier élément qui est celui du tronc commun de la coronaire gauche, qui va se diviser rapidement au bout de 2-3 cm entre artère circonflexe, qui fait la partie latérale, avec parfois des anastomoses, et puis l'interventriculaire antérieure, qui est la plus importante en général, qui irrigue toute la face antérieure du ventricule gauche, le septum, donc 50% du muscle cardiaque gauche, et puis parfois va même jusqu'à irriguer, en passant la pointe, irriguer une partie de la paroi inférieure du plancher donc, du ventricule gauche. Tronc commun, division, vous l'avez vu, IVA dans le sillon entre le ventricule droit et le ventricule gauche, et puis ici, donc à droite, segment horizontal, vertical et inférieur de la coronaire droite. Et lorsqu'on regarde ceci en scanner, par exemple maintenant, sur des coroscans, vous avez cette visualisation maintenant qu'on arrive à avoir très bien, segment horizontal, segment vertical, et puis après, sous le ventricule droit, on voit apparaître cette partie de la rétroventriculaire postérieure, l'IVP, qui va irriguer les planchers des ventricules droit et gauche. Ces troncs épicardiques, donc les origines principales des vaisseaux coronaires, présentent deux caractéristiques importantes. La première, c'est qu'elles ont une très faible résistance à l'écoulement, qui est régulée toujours par le tonus qu'on va avoir au sein de ces vaisseaux, et donc la stimulation, en particulier sympathique, ou l'inhibition de cette stimulation sympathique pour limiter ou au contraire augmenter le débit, et puis une grande compliance. Donc c'est des artères qui sont beaucoup plus compliantes que celles que vous avez dans les membres inférieurs, au niveau de l'artère pédieuse, ou de l'artère fémorale. Ces artères coronaires seront beaucoup plus distensibles qu'elles ne le sont, et en particulier, on va le voir, parce qu'elles vont nécessairement devoir subir un des flux rétrogrades, non pas celui qu'on a vu dans l'aorte, mais celui que générera le cœur lui-même au moment de sa contraction. Et puis, deuxième caractéristique, au lieu d'avoir une division qui est en général sur une division en branches à angulation faible, vous aurez des branches de division qui vont rentrer à plein canal, à angle droit, dans le myocarde avec une circulation de type terminal. On le voit sur des trajets qui peuvent être parfois intramyocardiques, à nouveau sur un coroscan ici. Vous voyez qu'on perd à un moment donné la distribution de ce vaisseau qui rentre dans la paroi. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que lorsque vous regardez ici, lorsqu'on prend l'ensemble du moulage de la circulation coronaire jusqu'aux plus petites artérioles, et si on se concentre sur cette partie ici, qui est dans la paroi ici, latérale du ventricule, vous voyez donc le tronc commun, l'artère circonflexe ici, et puis ça rentre ici à angle droit dans la paroi myocardique. Ça pénètre à fond. Et ce que vous avez là est le schéma correspondant dans lequel cette artère épicardique va donner un certain nombre de branches de division et qui seront en système terminal. Donc il n'y a plus de division lorsque vous arrivez au bout de 10 mm à la surface endocardique. Donc vous avez pénétré tous les vaisseaux et vous arrivez dans la région sous-endocardique, qui est proche de la cavité, avec deux régimes très différents. Donc entre cette région musculaire et donc les capillaires qui vont venir au niveau de la région sous-endocardique, et puis ceux qui vont irriguer la partie la plus externe du cœur, de la paroi cardiaque, qui sont les vaisseaux sous-épicardiques. Et on va voir donc que l'ensemble forme un des réseaux
circulatoires les plus denses, 4000 à 5000 parfois capillaires au mètre carré lorsqu'on regarde en histologie, et avec des recrutements de capillaires qui vont dépendre là aussi des besoins du myocarde et donc finalement de l'adaptation du cœur aux besoins de l'organisme. Et si vous augmentez votre débit de 6 à 30, eh bien pour le débit cardiaque, hein, donc pour la perfusion périphérique, vous augmenterez aussi d'un facteur 5 votre perfusion coronaire pour pouvoir augmenter le travail du cœur qui fournit finalement l'élément principal du débit général. Et ce que l'on va regarder maintenant, c'est d'étudier comment fonctionnent ces forces qui s'appliquent depuis la génération de la pression, de la tension, la mise en tension par le cœur. Cette pression qui va s'appliquer sur la colonne sanguine, donc sur la cavité cardiaque, va aussi s'appliquer sur les parois, et en particulier dans la région sous-endocardique, qui est en contact direct avec la cavité et avec le sang, qui est comprimé à l'intérieur de cette cavité. Alors comment ça fonctionne alors que l'on voit ici que c'est un tiers, ces résistances compressives jouent pour une part extrêmement importante, un tiers du total de ces résistances coronaires. Alors on va modéliser ça par ce schéma dans lequel vous allez voir cette simplification. Donc on est dans la cavité thoracique ici avec des vaisseaux, les gros vaisseaux épicardiques qui arrivent ici. Donc on rentre à angle droit dans la paroi cardiaque par la région sous-épicardique. Et puis on descend pour avoir ici les deux zones qu'on va différencier, la zone sous-épicardique et puis la zone sous-endocardique, ici avec les capillaires qui forment symboliquement ici le site d'échange pour l'apport des nutriments et de l'oxygène dans le myocarde. Puis on arrive ici aux vénules, retour par les veines, et on est là dans les veines coronaires qui vont aboucher au sinus coronaire qui est juste en dessous du cœur avant de revenir dans l'oreillette. Et donc cette circulation se fait ici en diastole alors qu'on a un régime de pression qui est faible dans la cavité cardiaque. Ici cette partie-là sera la cavité cardiaque, on est dans ces faibles valeurs, quelques millimètres de mercure, puisqu'on a mitrale ouverte et donc équivalence globalement des pressions entre l'oreillette et le ventricule. Mais ce qui règne comme pression dans les artères coronaires, c'est laquelle? C'est la pression diastolique. Laquelle? La ventriculaire, l'auriculaire? Non, l'aorte. D'accord? C'est bien la pression aortique, puisque là, il n'y a pas de valve au niveau des ostia coronaires. La seule valve, c'est celle de l'aorte, et en diastole, elle est fermée. Donc vous avez dans le système épicardique une pression qui est celle qui règne dans l'aorte. Et c'est la pression artérielle diastolique, donc aux alentours de 80 mm de mercure. Au niveau vénulaire, on est à peine plus élevé que ce qui se passe dans l'oreillette, donc aux alentours de 10 mm de mercure. Et dans ce moment-là, vous avez le remplissage, je dirais, des parois ventriculaires le plus important. Vous êtes à peu près à 14% de volume relatif, qui est une composition sanguine. Donc vous avez 14% de la masse totale du myocarde lorsqu'il est relaxé en diastole, qui est du sang. Alors, le contenu est de 14% à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe au début de la systole? Vous commencez cette phase de contraction isovolumétrique, vous mettez en tension. Vous générez une pression par la contraction des éléments contractiles et l'étirement des éléments élastiques. Il n'y a pas de raccourcissement. D'accord? La pression s'élève, dans la cavité aussi, puisque la tension développée par les fibres s'applique au contenu de la cavité ventriculaire, et donc la pression monte. Elle va être aux alentours de 100 dans la cavité. Cette pression, elle va s'appliquer à la paroi myocardique elle-même. Si vous avez une analogie très simple, vous mettez votre doigt à l'intérieur de votre main et vous serrez. Alors vous sentez bien que cette pression à la fois s'applique sur le doigt qui est le testeur, le capteur de pression, mais en même temps elle s'applique sur la paroi et donc sur l'ensemble des organes contractiles, alors qu'ici, il n'y a pas de pression. Vous êtes bien en tension interne dans la cavité. Ici, vous êtes en pression atmosphérique. Donc il va y avoir un gradient de pression important entre la région qui est proche de la cavité, la
la région sous-endocardique, et la région qui est en contact avec la pression qui règne dans la cavité intrathoracique. Okay. Et ce gradient va être extrêmement important pour comprendre quoi? D'abord, comprendre que vous allez additionner les régimes de pression. Donc vous passez à 180 du côté artériel et à 110 du côté vénulaire, sans changement important du côté de l'épicarde. Ce que fait cette augmentation-là, c'est qu'elle maintient le gradient de pression entre les artères et les veines, mais surtout, elle crée un gradient de pression à l'intérieur de la zone artériolaire. Autrement dit, vous avez ici entre 180 et 80 un gradient de pression de sang qui est directement le résultant de l'augmentation de la tension que vous avez mis dans la cavité. Ce gradient-là va être nouveau dans la circulation. Si on augmente le système à 190 maintenant, enfin à 110 de pression, puisque vous avez au début de l'éjection, au moment où vous êtes à peine dépassé vous avez à peine dépassé la valeur aortique, vous avez encore une phase qui va continuer, je le fais dans ce sens-là, et puis ensuite elle va rediminuer. Donc vous continuez à monter à 110 puis 120, et donc cette augmentation du gradient s'applique et va d'abord dans un premier temps faciliter de l'autre côté la chasse vénulaire. Ce gradient entre 120 dans l'épicarde, dans l'endocarde, et 10 au niveau de l'épicarde va faciliter la fuite du sang du côté vénulaire, veineux, puis sinus coronaire, et donc retour à la circulation générale. Mais dans le même temps que vous avez ça, ce gradient ici qui s'applique toujours va créer ce flux rétrograde qui est donc sur un gradient de 120, puisque là on est au départ entre les pressions diastoliques, sous-endocardiques et sous-épicardiques, et donc à un moment donné générer un retour dans les troncs coronaires épicardiques qui voient ce retour depuis le site de circulation auquel il aurait normalement dû apporter cette quantité sanguine, les nutriments, etc. Donc vous avez un reflux, vous avez un effet rétrograde, là encore, dans cette circulation, qui est principalement lié à la mise en tension, donc la pression qui règne dans la cavité ventriculaire, qui s'applique à la région sous-endocardique et qui elle-même va faciliter des deux côtés, du côté vénulaire, mais aussi du côté artériel, cette éjection depuis la zone de contraction.